Au dîner de Thanksgiving, papa a levé son verre et a dit, à la rêveuse qui ne réussira jamais rien. Tout le monde a applaudi et acclamé. Puis il m'a regardé et a dit, si tu disparaissais aujourd'hui, nous ferions probablement la fête. Je me suis levé lentement, mais c'est alors que la voix de mon grand-père a retenti. Ce qu'il a dit ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Je m'appelle Melissa Kilgore. J'ai 33 ans. Au dîner de Thanksgiving, mon père a levé son verre devant 22 personnes et a dit, à la rêveuse qui ne réussira jamais rien. Tout le monde a applaudi. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté, si tu disparaissais aujourd'hui, Melissa, nous ferions probablement la fête. Ma mère a hoché la tête. Mon frère a eu un sourire narquois. Ma sœur a fixé son assiette. Je n'ai pas discuté. Je ne bougeais pas. J'ai tranquillement terminé mon assiette et j'ai dit, théorie intéressante. Ils ne savent pas ce que j'ai fait secrètement pour eux au cours des 18 derniers mois. Ils ne connaissaient pas l'accord qui a été rendu public il y a 3 semaines, mais mon grand-père le savait. Il s'est levé, les mains tremblantes, et a prononcé une phrase qui a fait pâlir le visage de mon père. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé le dîner, cela a réécrit l'histoire de la famille. Laissez-moi vous ramener 14 ans en arrière. Thanksgiving 2011. J'avais 19 ans, assise à cette même table, en train de couper le gratin de patates douces que j'avais passé 3 heures à préparer. Mon père m'a demandé ce que j'avais déclaré comme matière principale à l'université du Minnesota. Création littéraire, ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a posé son verre de vin. Alors, tu veux être pauvre et misérable? Ma mère a regardé son assiette et n'a rien dit. Mon frère Nathan, déjà en 2e année d'école de pharmacie, a ri. Au moins, j'ai choisi quelque chose de pratique. Mon père s'est adossé à sa chaise. Il a souri comme s'il venait de prouver son point de vue. Création littéraire? Ce n'est pas un diplôme, Melissa. C'est un passe-temps pour lequel tu paies 50 000 € pour prétendre qu'il est légitime. J'ai continué à couper le gratin. Personne n'en a mangé. Cette nuit-là, mon grand-père m'a glissé un livre au moment de mon départ. Son vieil exemplaire des raisins de la colère. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit au crayon, ne les laisse pas tuer cela. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Pas encore. Les années qui ont suivi l'obtention de mon diplôme ont été une étude sur l'invisibilité. Je vivais dans un studio de 380 pieds carrés au 1124 Ouest 28th Street, dans le quartier d'Uptown à Minneapolis. Le loyer était de 1100 € par mois. Je travaillais comme éditrice indépendante pour des éditeurs universitaires. 2800 € par mois, juste assez. À chaque réunion de famille, le scénario était le même. Tu corriges toujours le travail des autres? Mon père demandait, quand vas-tu écrire quelque chose qui rapporte? J'expliquais que je travaillais sur un roman. Il riait. Depuis combien d'années maintenant? 5. Lors du 60e anniversaire de ma mère en 2019, ma tante Hélène m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Mon père m'a coupé avant que je ne puisse répondre. Elle est entre deux choses. Je n'étais pas entre deux choses. J'écrivais tous les matins de 4h30 à 7h dans un studio avec un bureau face au lac des Îles. J'avais rempli 23 carnets Moleskine en 7 ans. Mais pour eux, j'étais un point d'interrogation. Une déception dans une famille qui mesurait le succès en licence de pharmacie, en diplôme d'enseignement et en accession à la propriété. Noël 2023. La femme de Nathan, Émilie, m'a demandé si j'avais un plan d'épargne retraite. Quand j'ai dit non, elle a ri. Pas méchamment, juste avec pitié. Ma mère m'a appelé en mars 2024. 2 semaines après avoir reçu mon premier paiement anticipé de 25 000 €. Il n'est pas trop tard pour retourner à l'école, Mel. Elle a dit, peut-être les soins infirmiers, l'enseignement, quelque chose de stable. J'ai dit que j'y penserais. Je ne lui ai pas dit que je venais de signer un contrat d'édition de 1,85 million € avec Penguin Random House, car je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. La hiérarchie de Thanksgiving était inébranlable. Mon père était assis en bout de table, ma mère à sa droite, Nathan en position 2, la place d'honneur. Claire, ma sœur cadette, recevait de la reconnaissance pour être enseignante et élever 2 enfants seuls. Et moi? Melissa est là, aussi.
C'était tout. Pas de toast, pas de questions sur ma vie. À Thanksgiving 2023, alors que j'avais déjà signé le plus gros contrat de ma vie, mon père a demandé « Tu fais toujours ce travail d'édition ?» J'ai dit oui. Il a hoché la tête et s'est tourné vers Nathan. En octobre 2024, ma mère m'a envoyé un courrier électronique. Nathan apporte la nouvelle de sa nouvelle promotion pour Thanksgiving. Essaie d'être heureuse pour lui, d'accord? Je sais que c'est difficile quand tes frères et sœurs réussissent. J'ai lu ce message dans mon studio. Le même jour, j'ai reçu un appel de mon agent cinématographique concernant A24 qui voulait prendre une option sur mon livre. J'ai souri, j'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis allé au dîner de promotion de Nathan. J'ai applaudi pendant 10 minutes d'affilée pendant que mon père faisait un discours sur le véritable succès et la contribution à la société. J'ai continué à sourire parce qu'à ce moment-là, j'étais sur la liste des meilleures ventes du New York Times depuis 12 semaines, et aucun d'entre eux ne le savait, mais ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit dans le silence de 4 heures du matin de mon studio. Et je comptais bien que cela reste ainsi, du moins jusqu'à ce que je sois prête. En janvier 2022, j'ai commencé à écrire le livre qui allait tout changer. Je l'ai intitulé Le poids de l'hiver. 89 000 mots sur le traumatisme générationnel. Sur les rêves différés dans une famille du Midwest qui confond cruauté et honnêteté. Sur le prix de l'invisibilité. Je l'ai écrit pour mon grand-père. Il m'avait donné son vieux manuscrit l'année précédente, un recueil de nouvelles de 1976 qui s'était vendu à 800 exemplaires et avait remporté un prix régional avant que ma grand-mère ne lui dise de trouver un vrai travail. Tous les matins, de 4h30 à 7h, j'écrivais. En juin 2023, j'avais un manuscrit terminé. J'ai envoyé 47 lettres de présentation à des agents littéraires. 46 ont dit non. La 47e était Victoria Chen chez WME. Elle a répondu 3 jours plus tard. Mélissa, disait son courrier électronique, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour lire Le poids de l'hiver. C'est époustouflant. Pouvons-nous nous parler demain? Nous avons parlé. Elle a pleuré au téléphone. Elle a dit qu'elle voulait l'envoyer à des éditeurs des 5 plus grandes maisons d'édition. J'ai dit, oui. Je n'ai pas dit à ma famille que j'avais un agent. Août 2023. Victoria a soumis mon manuscrit à 8 éditeurs. En 2 semaines, 5 d'entre eux ont fait des offres. Le 14 février 2024, le jour de la Saint-Valentin. Je mangeais seul un bol de burrito chez Chipotle quand Victoria m'a envoyé un message. Penguin vient d'offrir 1,85 million d'euros pour 3 livres. Appelle-moi maintenant. J'ai appelé. Est-ce réel? J'ai demandé. Aussi réel que possible, a dit Victoria, tu es une romancière, Mélissa. La structure de l'accord, 615 000 euros pour le livre 1, 615 000 euros pour le livre 2, 620 000 euros pour le livre 3, payé en versement. J'ai signé le contrat au Caribou Coffee sur Enpin Avenue, 47 pages. J'ai lu chaque mot. Cela a pris 6 heures. Le premier paiement anticipé est arrivé sur mon compte le 28 février, 25 000 euros. Après la commission de l'agent et les impôts, j'ai touché environ 128 000 euros, plus d'argent que ce que j'avais gagné en 3 ans de travail indépendant. J'ai pleuré dans les toilettes de Chipotle. Puis je suis allé chez mes parents pour le dîner du dimanche et je n'ai pas dit un mot. Le livre a été publié le 11 juin 2025. La couverture était un paysage d'hiver, un arbre nu, en bleu et gris atténué. Mon éditrice chez Viking, Samantha Brox, m'a envoyé le premier exemplaire imprimé en mai. Je l'ai tenu dans mes mains et je ne pouvais plus respirer. Kirku lui a donné une critique étoilée en avril. Une méditation dévastatrice sur la famille, l'ambition et le courage de se choisir soi-même. La prose de Kilgore tranche jusqu'à l'os. Le 18 juin, j'ai fait mes débuts à la 15e place sur la liste des meilleures ventes du New York Times. J'ai vu l'annonce à 5 heures du matin dans mon studio. Seul. Victoria m'a envoyé un message à 8h12. Tu es sur la liste. Numéro 15. Ce n'est que le début. Elle avait raison. Chaque semaine, le livre grimpait. 15, 12, 8, 5. En octobre, j'étais à la 3e place depuis 6 semaines consécutives. Ma famille pensait toujours que j'éditais des articles universitaires pour 2 800 € par mois. Le 8 octobre 2025, à 11 heures du matin.
Reese Witherspoon a publié sur Instagram. Choix du club de lecture d'octobre, Le poids de l'hiver par Melissa Kilgore. Une histoire sur le sacrifice familial et la découverte de sa voix. J'ai sangloté. Vous le ferez aussi. 2,4 millions de mentions j'aime en 24 heures. Les ventes ont bondi de 6% du jour au lendemain. Mon éditeur s'est empressé d'imprimer 50 000 exemplaires supplémentaires. J'ai reçu 6 courriers électroniques de personnes avec qui j'étais à l'université. Oh mon Dieu, c'est toi. J'ai répondu, oui, ah. Je ne l'ai pas dit à ma famille. 3 semaines avant Thanksgiving, une ancienne colocataire m'a appelé. Melissa, je viens de voir la publication de Reese. Quand allais-tu me dire que tu es une auteure à succès du New York Times? Je ne sais pas, ai-je répondu. Je suppose que je suis encore en train de l'assimiler. C'était un mensonge. Je savais exactement pourquoi je n'en avais parlé à personne, parce qu'au moment où je le ferais, cela cesserait d'être à moi. Le 18 septembre 2025. Mon agent cinématographique m'a envoyé un courrier électronique, à 24 veut les droits. 10 jours plus tard, ils ont offert 620 000 €. J'ai accepté le 2 octobre. Deadline Hollywood a publié l'annonce le 5 octobre. À 24 acquiert Le poids de l'hiver, le premier roman de Melissa Kilgore décroche un accord d'adaptation de prestige. Le paiement est arrivé sur mon compte le 18 octobre. Après les frais d'agent et les impôts, j'ai touché 389 600 €. J'ai fêté ça en retournant chez Chipotle. Puis j'ai revu Lady Bird, un film de A24. Au moment de Thanksgiving 2025, j'avais un livre sur la liste des meilleures ventes du New York Times à la 3e place, un choix du club de lecture de Reese, un accord de film avec A24, et environ 650 000 € d'actifs liquides. Je vivais toujours dans mon studio à 1100 €, je travaillais toujours en tant qu'indépendante, et dans 6 semaines, j'entrerai au dîner de Thanksgiving où mon père me traiterait de rêveuse inutile devant 22 personnes parce que je ne leur avais jamais rien dit. Et honnêtement, je suis heureuse de ne pas l'avoir fait, car le secret ne concernait pas seulement le livre. Il s'agissait de l'argent et de ce que j'en avais fait pendant qu'il me traitait de raté. Cette partie, c'est ce qui les briserait. Le 8 mars 2024, 3 semaines après avoir reçu ma première avance. Ma mère a appelé. Elle pleurait. Nous allons perdre la maison, a-t-elle dit. La banque a envoyé un avis de saisie, 78 000 € sur le prêt sur la valeur domiciliaire, en retard de 90 jours. Mon père était trop fier pour demander de l'aide à sa fille, alors ma mère m'a appelé en secret. Ne dis pas à ton père que je t'ai appelé, a-t-elle chuchoté. Puis-je aider? J'ai demandé. Elle a ri, triste, épuisée. À moins que tu n'aies 15 000 € qui traînent. Je les avais. J'avais 128 000 € sur mon compte courant. Je vais trouver une solution, ai-je dit. 4 jours plus tard, j'ai viré 15 000 € à la Fifth Third Bank avec un mémo indiquant « Compte d'épargne d'Henry Sullivan, aide familiale ». Le nom de mon grand-père, pas le mien. Ma mère m'a envoyé un message 3 heures plus tard. Nous avons un donateur anonyme. Jeffrey pense que ça vient du fond de l'église. Ne lui dis pas que je te l'ai dit. J'ai répondu, c'est incroyable, maman. Elle n'a jamais demandé si c'était moi, parce que demander signifierait me voir comme quelqu'un capable d'avoir 15 000 €, et cela ne correspondait pas à l'histoire qu'ils avaient écrite sur moi. Au cours des 7 mois suivants, j'ai remboursé l'intégralité de leur prêt sur la valeur domiciliaire. 15 000 € en mars, 6 500 € en avril, 8 200 € en mai, 7 800 € en juin. J'ai créé un faux compte Gmail, et je leur ai envoyé des lettres d'apparence officielles concernant la bénédiction de leur église. Ils y ont cru sans poser de questions. Le 15 octobre 2024, le prêt a été entièrement remboursé. 78 000 € disparus. Mes parents ont organisé un petit dîner pour fêter ça. 12 personnes. J'ai apporté une bouteille de vin à 12 € de chez Target. Mon père s'est tenu en bout de table et a levé son verre. Je suis un homme fier, a-t-il dit. Mais je ne suis pas trop fier pour accepter l'aide de bons chrétiens. Cette église a sauvé notre maison. C'est ça la vraie charité, pas des aumônes pour les paresseux. Je me suis assise dans le coin, et je n'ai rien dit. Mon grand-père m'a prise à part dans la cuisine. C'était toi, n'est-ce pas, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas répondu. Il m'a serré fort dans ses bras.
Tu vaux mieux que tous, a-t-il dit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Juillet 2024, 23 heures. Nathan m'a envoyé un message. Et, on peut parler? Il a appelé 5 minutes plus tard, la voix tremblante. Je suis gêné de demander à papa, a-t-il dit. Mais j'ai encore 43 000 € de prêts étudiants de l'école de pharmacie, à 6,8% d'intérêt. Ça me tue. Tu peux me prêter genre 5 000 €? Je n'ai pas hésité. Et si je remboursais tout, ai-je dit. Silence. Quoi? Tout? J'ai dit, 43 000 €. Considère cela comme un cadeau. Nathan a pleuré. Mélissa, je ne peux pas. Je te rembourserai. Je le jure. Sois juste gentil, Nathan, ai-je dit. C'est tout ce que je demande. Le 18 juillet, j'ai viré 43 000 € directement à Navi, le gestionnaire de son prêt. Nathan m'a laissé un message vocal de 8 minutes en sanglotant, me remerciant, disant que j'avais changé sa vie. 4 mois plus tard, à Thanksgiving, il aurait un sourire narquois pendant que mon père me disait que j'étais une moins que rien. Il n'a jamais mentionné les 43 000 €. Pas une seule fois. Ma sœur Claire était différente. Elle disait toujours merci. Mai 2024. Sa voiture a été détruite dans un accident. L'assurance a couvert 3 000 €. Le garage a demandé 8 500 €. J'ai payé sans poser de questions. Septembre 2024. Son fils de 4 ans avait besoin d'une opération mineure. Les frais à sa charge s'élevaient à 12 000 €. Je les ai couverts. Février 2025. Sa chaudière est tombée en panne au milieu d'un hiver du Minnesota. Le coût de remplacement était de 8 500 €. J'ai transféré l'argent le jour même. Total pour Claire, 29 000 €. Elle m'a remercié à chaque fois, mais elle n'a jamais demandé où une éditrice indépendante gagnant 2 800 € par mois trouvait ce genre d'argent, parce que demander signifierait reconnaître que je pourrais être plus que ce qu'il pensait. Et la reconnaissance exige de voir quelqu'un. Claire a été la seule à avoir jamais dit merci, mais même elle n'a jamais posé la question. Le 12 octobre 2025 à 23h08. Nathan a envoyé une demande de paiement. 3 200 € pour le prêt hypothécaire. Nous t'expliquerons bientôt, je le promets. Je l'ai approuvé à 22h01. J'ai envoyé un message, tu vas bien? Oui, juste un mauvais timing avec des trucs du travail. Merci. 28 octobre. Une autre demande. 1 800 €. 15 novembre, 2 500 €. 7 500 € en 5 semaines. J'ai tout envoyé. Je n'ai pas posé de questions et Nathan ne s'est pas expliqué. 12 jours avant Thanksgiving, je lui ai envoyé les derniers 2 500 €. 12 jours avant qu'il ne rie pendant que mon père me traitait d'inutile. Je leur avais donné 157 500 € en 20 mois. J'avais gardé leur maison. J'avais effacé les dettes de Nathan. J'avais réparé la vie de Claire 3 fois de suite, et aucun d'entre eux ne le savait parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Demander signifierait me voir comme quelqu'un de valeur, et ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça parce qu'ils devraient alors admettre qu'ils avaient tort. Même s'ils me traitaient de raté, j'ai continué à payer leurs factures, et ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent, parce que demander signifierait me voir. Laissez-moi vous parler de mon frère, Nathan Kilgore, 35 ans, pharmacien, l'enfant prodige. À Thanksgiving 2018, mon père a fait un discours de 10 minutes sur la remise du diplôme de docteur en pharmacie de Nathan. Ovation debout. Noël 2019. Nathan gagne 88 000 € par an, a annoncé mon père à toute la famille élargie. Pâques 2022. Nathan a acheté une maison de ville à Edina. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, des plans de travail en granit, 385 000 €. Mon père a montré des photos à tout le monde lors de la fête. C'est le rêve américain, les amis, a-t-il dit en me regardant, pas de courir après un fantasme. J'étais à cette pendaison de crémaillère. J'ai apporté une bouteille de vin à 14 €. Personne ne m'a parlé pendant plus de 5 minutes. Ce que mon père n'a pas mentionné, c'est que l'apport initial de Nathan incluait 40 000 € provenant de leurs économies de retraite, et la carrière stable de Nathan, elle était déjà en train de s'effondrer.
Le 12 septembre 2025, 14h30. Nathan travaillait chez Walgreens à Edina. Un patient diabétique de 71 ans est venu chercher son ordonnance pour de la metformine. Dose prescrite, 500 mg 2 fois par jour. Nathan a délivré 1000 mg 2 fois par jour, soit le double de la dose. Le patient a fait une hypoglycémie sévère le lendemain. Il a été hospitalisé pendant 4 jours à Fairview-Soudale. Stable, aucun dommage permanent, mais la famille a déposé une plainte. Le 15 septembre, Nathan a été licencié. Le conseil de pharmacie du Minnesota a suspendu sa licence dans l'attente d'une enquête. Nathan est rentré chez lui ce soir-là et a dit la vérité à sa femme Emily. Puis il lui a fait jurer de ne le dire à personne, surtout pas à son père. Le lendemain, Nathan a appelé mes parents. Bonne nouvelle, a-t-il dit, la voix enjouée et répétée. On m'a offert un poste de consultant auprès d'un gestionnaire d'avantages sociaux en pharmacie. Entièrement à distance, de meilleurs horaires, un salaire similaire. Mon père était ravi. C'est merveilleux. Le travail à distance, c'est l'avenir. Ma mère a pleuré des larmes de joie. Nathan a raccroché et est resté assis dans sa voiture dans l'allée pendant 20 minutes. Puis il a ouvert Indeed et a commencé à postuler à des emplois. Au cours des 2 mois suivants, il a postulé à 14 postes en pharmacie. 8 l'ont rejeté d'emblée. Les vérifications d'antécédents montraient sa licence suspendue. 2 lui ont fait passer des entretiens. Les 2 ont refusé. 0 offre. Chaque jour de la semaine, de 8h du matin à 17h, Nathan conduisait jusqu'au Starbucks de Galleria Edina. Il achetait pour 12 € de café, s'asseyait à une table dans le coin, postulait à des emplois et passait des entretiens virtuels qui ne menaient nulle part. À 17h15, il rentrait chez lui. Chaque dimanche, il assistait au dîner de famille chez mes parents, souriait, parlait de ses projets de conseil avec des discours qu'il avait répétés avec Emily. Mon père rayonnait de fierté. Nathan est en avance sur son temps. Les économies de Nathan au moment de son licenciement, 18 000 €. Son rythme de dépenses mensuelles avec l'hypothèque et les factures, 6 500 €. Le délai avant qu'il ne soit ruiné, la mi-décembre. Alors Nathan est venu vers moi, la sœur que mon père qualifiait d'inutile, celle qui ne réussirait jamais rien. Il a demandé 3 200 €, puis 1 800 €, puis 2 500 €, et je les lui ai donnés à chaque fois. Sans poser de questions. Le 26 novembre, la veille de Thanksgiving, Nathan a reçu son 14e courrier électronique de refus. Il s'est assis dans son Audi Q5 sur le parking de Starbucks et a pleuré pendant 20 minutes. Puis il a conduit jusqu'à la maison de nos parents pour aider à préparer le dîner du lendemain où mon père porterait un toast à la réussite de la famille. Mais je connaissais la vérité qu'il cachait. Je connaissais la lettre de licenciement, la licence suspendue, les 14 rejets, les 7 500 € qu'il m'avait empruntés en 6 semaines. Et je savais que dans 12 jours, quand tout éclaterait, le trône doré de Nathan se briserait. Je ne savais juste pas que je serais celle qui tiendrait le marteau. Le 27 novembre 2025, Thanksgiving. 22 personnes se réunissaient chez mes parents sur Nicolet Avenue, la même maison que j'avais sauvée de la saisie. Je connaissais la liste des invités par cœur. Mes parents, Nathan et Emily, Claire et ses 2 enfants, Sophie, 7 ans, et Ethan, 4 ans. Mes grands-parents, Henri et Margaret, l'oncle Tom et la tante Rachel, avec leurs 2 fils adolescents. La tante Hélène et sa fille en âge d'aller à l'université, la tante Diane et l'oncle Paul avec leurs fils lycéens, et moi, seul. Les plans de table étaient prévus à l'avance. J'ai vu le plan sur le comptoir de la cuisine de ma mère à mon arrivée. J'étais à la position 19 sur 22, entre un enfant de 4 ans et une étrangère. Nathan était à la position 2, la main droite du roi. C'est là que j'ai su que mon père avait préparé quelque chose. Je suis arrivé à 14h15. 15 minutes en retard exprès. La maison était déjà pleine. 18 personnes, le chaos, des enfants qui couraient, un match de football américain à la télévision, les Vikings contre les Bears. Je suis entré en portant un plat en verre Pyrex, un gratin de patates douces, la recette de mon grand-père de 1982, écrite à la main sur une fiche cartonnée jaunie. Mon père a levé les yeux, occupé à ranger des verres à vin. « Oh, Mélissa, tu es venue » a-t-il dit sans me regarder. « Pose ce plat n'importe où. » Je l'ai posé sur le comptoir. Personne n'a demandé ce que c'était.
Nathan était dans le salon. Il m'a vu. Et, Mel. Aucun contact visuel. Claire m'a serré fort, a chuchoté, merci pour tout. Je l'ai serré en retour. Mon grand-père m'a trouvé près du garde-manger. Il m'a attrapé la main. Ses doigts tremblaient. Nous devons parler plus tard, a-t-il dit. De quoi? Tu verras. Il m'a serré la main 2 fois. Notre signal. Je suis fier. Puis il s'est éloigné. Je suis resté là, tenant un plat de gratin que personne ne mangerait, dans une maison pleine de gens qui ne me voyaient pas. Et pour la première fois en 3 ans, je me suis demandé, et si je leur disais tout, simplement? De 14h45 à 15h30, un chaos contrôlé. Les enfants se couraient après avec des pistolets nerfs. Sophie pleurait parce qu'Ethan avait volé son jouet. Les Vikings menaient 17 à 14 au 3e quart-temps. L'oncle Tom m'a demandé ce que je devenais ces jours-ci. J'écris, ai-je répondu. Oh, c'est bien. Encore. J'ai souri, je n'ai rien dit. À 15h10, je me suis caché dans la salle de bain pendant 5 minutes. J'avais besoin d'air. À 15h25, je me tenais seul près de la bibliothèque. Mon gratin reposait intact sur le comptoir. À 15h38, mon père a fait teinter son verre de vin avec un couteau. La pièce est devenue silencieuse. Le dîner est servi dans 2 minutes, a-t-il annoncé. Tout le monde à table. Les gens bougeaient comme dans une danse chorégraphiée. Tout le monde connaissait sa place. J'ai pris ma place. Position 19. Entre Ethan et la fille de la tante Hélène, que j'avais rencontrée exactement 2 fois. De l'autre côté de la table, Nathan fixait son assiette. À côté de lui, mon père s'est levé. Il a levé son verre de vin bien haut. Un Cabernet de Napa 2015 à 85 €, sa bouteille des grandes occasions, et il a souri. À 15h39, tout le monde était assis. Mon père se tenait en bout de table. Il a levé son verre. Avant la prière, a-t-il dit, je veux dire quelques mots sur la gratitude. Il a commencé à parler des valeurs familiales, du travail acharné, du vrai succès. Ses yeux n'arrêtaient pas de dériver vers Nathan, fier, puis vers moi, dédaigneux. Mon cœur battait à tout rompre. De l'autre côté de la table, mon grand-père agrippait sa fourchette, les jointures blanches. Puis mon père m'a regardé directement, a levé son verre plus haut, et a prononcé les mots qui allaient tout changer. J'ai senti le piège se refermer avant même que papa ne parle. Parce que j'avais vu ce scénario se dérouler pendant 14 ans. Et cette fois, je n'allais pas me taire. La voix de mon père a résonné à travers la table. Je veux porter un toast, a-t-il dit. Au rêveur. Il a fait une pause, a laissé le mot flotter dans l'air. Vous savez, chaque famille en a un. La personne qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle, qui pense qu'elle peut simplement se laisser porter par l'espoir et l'imagination au lieu du travail acharné. La pièce a bougé, mal à l'aise. Certaines personnes finissent par grandir, a-t-il continué. Elles se réveillent. Elles trouvent de vrais emplois. Elles contribuent. Il a regardé Nathan, a souri avec fierté. Et certaines personnes, il s'est tourné vers moi, ne le font jamais. Quelqu'un a toussé. Une chaise a grincé. Mon père a levé son verre plus haut. Alors voici mon toast. À la rêveuse qui ne réussira jamais rien. Puisse-t-elle réaliser un jour que le monde ne lui doit pas de quoi vivre. Silence. 2 secondes. Puis l'oncle Tom a ri. Nerveux. Mal à l'aise. La tante Rachel s'est jointe à lui, puis la tante Diane, puis l'oncle Paul. Un par un, ils ont commencé à applaudir. Ma mère a hoché la tête. Lentement, délibérément. Nathan a regardé en bas, mais sa bouche, je l'ai vu, a eu un sourire narquois. Émilie, la femme de Nathan, a applaudi, réticente, les yeux sur son assiette. 14 autres personnes ont applaudi. 20 personnes au total. Ma sœur Claire n'a pas applaudi. Elle pleurait. Mon grand-père n'a pas applaudi. Ses mains étaient serrées en poing, et j'étais assise là, à la place numéro 19, à côté d'un enfant de 4 ans, tenant une serviette que j'avais tordue et réduite en lambeaux. Mais mon père n'en avait pas fini.
Vous savez quel est le problème avec les rêveurs, a-t-il dit, la voix qui montait. Ils sont égoïstes. Ils veulent que tous les autres soutiennent leur petit passe-temps pendant que les vraies personnes font le vrai travail. Il a désigné Nathan. Nathan, ici. Docteur en pharmacie, carrière stable, propriétaire à 35 ans. C'est un homme qui a grandi. Nathan a remué sur son siège. Claire, enseignante, élevant 2 enfants seuls. C'est une héroïne. Claire regardait son assiette, les larmes coulant. Et Mélissa, longue pause. 33 ans. Jouant toujours avec des cahiers. Corrigeant toujours le travail des autres pour des clopinettes. Pensant toujours qu'elle va devenir quoi? Une écrivaine célèbre. La pièce était d'un silence de mort. Mon père s'est penché en avant, m'a regardé droit dans les yeux. Si tu disparaissais aujourd'hui, Mélissa, nous ferions probablement la fête. Une personne de moins dont il faut s'inquiéter. Une déception de moins. La tante Hélène a halté. Jeffrey, ça suffit. Mon père a explosé. Je suis fatigué de faire semblant. Fatigué de marcher sur des œufs. Elle a 33 ans. Sophie, la fille de Claire âgée de 7 ans, a chuchoté à sa mère assez fort pour que tout le monde entende. Maman, pourquoi grand-père est-il si méchant avec tante Mélissa? Personne ne lui a répondu. Parce que personne n'allait me défendre, pas même ma propre mère. Mon père a de nouveau levé son verre. Alors, à la réalité, au travail acharné, aux gens comme Nathan qui font la fierté de cette famille. Il a attendu. La tante Rachel a applaudi en premier, hésitante. L'oncle Tom a suivi. La tante Diane, l'oncle Paul, Émilie, ma mère. 20 personnes applaudissaient, acclamant un toast qui me disait que le monde se porterait mieux si je disparaissais. Les applaudissements ont duré 8 secondes, puis se sont estompés. Mon père s'est assis, satisfait. Ma mère lui a souri. Nathan a ramassé sa fourchette, et c'est à ce moment-là que je me suis levé. La chaise a grincé sur le parquet. Toutes les têtes se sont tournées. Mon père a levé les yeux, a eu un sourire narquois. « Oh, tu pars? Tu prouves mon point de vue. » Je l'ai regardé. Ma voix était calme, froide. « Non, papa, ai-je dit. Je reste, mais j'ai quelque chose à dire. » Il a ri. « Oh, ça devrait être bien. Laisse-moi deviner. Un autre rêve que tu poursuis. » J'ai souri. En fait, oui. Son sourire s'est élargi. Et comment ça marche pour toi? J'ai soutenu son regard. Mieux que tu ne pourrais l'imaginer. La pièce a bougé. Quelque chose dans mon ton. Quelque chose de différent. Ma mère s'est levée. Mélissa, assieds-toi. Ne fais pas de scène. Mais mon grand-père s'est levé aussi, lentement. Et quand il a parlé, sa voix était plus forte que ce que j'avais entendu en 30 ans. Jeffrey, assieds-toi. La pièce s'est figée. Mon père s'est retourné. Papa, ça ne te regarde pas. Ça me regarde. La voix de grand-père Henri a fait trembler la pièce. Tu viens de dire à ta fille, ma petite fille, que le monde se porterait mieux si elle disparaissait devant 22 personnes, y compris des enfants. Ma grand-mère a tendu la main vers lui. Henri, s'il te plaît. Non, Margaret. Je me suis tue pendant 33 ans. Je vous ai regardé écraser cette fille et j'en ai fini. Mon père s'est levé, le visage rouge. Papa, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Grand-père a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une enveloppe. Vieille, jaunie. Il l'a brandie. Tu veux entendre parler des rêveurs, Jeffrey? J'étais un rêveur. J'ai écrit un livre, je l'ai publié en 1976. Tu sais combien d'exemplaires il a vendu? 8 cents. Tu sais ce que tu as fait? Linda et toi m'avez dit de trouver un vrai travail, alors j'ai vendu des assurances pendant 30 ans et j'en ai détesté chaque seconde. La pièce était silencieuse. Les mains de Henri tremblaient alors qu'il dépliait la lettre. Mais avant de vous parler du rêve de Mélissa, a-t-il dit, la voix tremblante. Parlons du tien, Jeffrey. Le visage de mon père est devenu tout blanc. 22 personnes ont ri. Je me suis levé.
Mon grand-père a brandi la lettre. Ceci, a-t-il dit, est daté du 12 juin 1998. Il a commencé à lire. Cher papa, j'ai besoin de ton aide. Je veux ouvrir mon propre cabinet d'expertise comptable, mais les banques refusent de me faire un prêt. J'ai besoin de 15 000 € pour louer un bureau et démarrer. Je sais que tu as des économies grâce à la vente d'assurance. Je promets de te rembourser d'ici 2 ans. C'est mon rêve, papa. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Ton fils, Jeffrey. Mon grand-père a baissé la lettre. Je t'ai donné l'argent, Jeffrey. 15 juin 1998. Chèque numéro 4721. 15 000 €. Ton rêve. La bouche de mon père s'est ouverte. C'est fermé. Aucun mot n'est sorti. Ton cabinet d'expertise comptable, a continué grand-père. Il a fermé en 8 mois. Tu ne m'as jamais remboursé. Pas un seul euro. L'oncle Tom s'est penché en avant. Est-ce vrai, Jeffrey? Mon père n'arrivait pas à parler. Henri a regardé autour de la table. Tu as emprunté 15 000 € pour poursuivre ton rêve. Ça a échoué. Et tes jeux traités de bons à rien? Tes jeux dits de disparaître? Silence. Non, j'ai dit, essaie encore, mon fils. Tu vas y arriver. Et tu l'as fait. Tu as trouvé un emploi dans un cabinet. Tu t'es reconstruit parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un échoue. On le soutient. Il s'est tourné vers mon père. Mais tu n'as pas soutenu Mélissa. Tu l'as écrasée pendant 14 ans. La voix de mon grand-père s'est brisée. J'étais écrivain, a-t-il dit. Est-ce que l'un d'entre vous le savait? Quelques personnes ont secoué la tête. Midwest Requiem, nouvelle, publiée en 1976, la Bibliothèque du Congrès en a un exemplaire. A gagné un petit prix régional. J'étais fier. Ma grand-mère a pris la parole, sur la défensive. Henri, ça ne payait pas les factures. Parce que tu m'as dit que c'était stupide. Sa voix s'est élevée. Tu m'as dit d'être pratique, alors j'ai arrêté. J'ai vendu des assurances. Et chaque jour pendant 30 ans, je me suis demandé ce que j'aurais pu écrire si j'avais continué. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Quand Mélissa m'a dit qu'elle voulait écrire, je me suis revu en elle et j'ai pensé que je pourrais peut-être l'aider à ne pas faire la même erreur que moi. Peut-être qu'elle pourrait être assez courageuse pour continuer. Il s'est approché de mon bout de table. Tu m'as envoyé ton manuscrit en 2023. Il a dit, Le poids de l'hiver. Je l'ai lu en une nuit. J'ai pleuré, Mélissa, parce que tu as écrit le livre que je n'ai jamais eu le courage d'écrire sur la famille, sur les rêves que nous enterrons pour mettre les autres à l'aise, sur le prix de l'invisibilité. Des larmes coulaient sur mon visage. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu plus tôt, a-t-il dit. Je suis désolé de les avoir laissés te faire te sentir petite, mais je ne vais plus me taire. Ma mère l'a interrompu, la voix tranchante. C'est ridicule. Mélissa n'a rien publié. Elle édite pour 2 000 € par mois. Mon grand-père a souri. En fait, Linda, si, elle l'a fait. Il a sorti son téléphone. Un iPhone 13 que je lui avais acheté à Noël dernier. Il a ouvert Amazon, a tourné l'écran vers la table. Mélissa a publié un roman. Le 11 juin 2025. Le poids de l'hiver. Penguin Random House. Les gens se sont penchés en avant, plissant les yeux. Il figure sur la liste des meilleures ventes du New York Times depuis 18 semaines. La pièce a explosé, plusieurs personnes parlaient en même temps. Nathan s'est levé. Quoi? Ce n'est pas Mélissa. Est-ce vrai? Je l'ai regardé. Oui. Le visage de ma mère a pâli. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé. J'ai laissé la question en suspens. Puis j'ai répondu, m'auriez-vous cru? Elle n'a pas répondu. Mon grand-père a fait défiler l'écran de son téléphone. Classement actuel, a-t-il lu. Numéro 3 sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Choix du club de lecture de Rice pour octobre 2025. Droit d'adaptation cinématographique acquis par A24 Pictures. Il a levé les yeux. C'est le vrai studio A24,
le studio qui a fait Everything Everywhere aux Latons. La tante Rachel a attrapé son téléphone. Laisse-moi voir ça. Oh mon Dieu, c'est le nom de Mélissa. L'oncle Tom s'est levé, a fait le tour de la table, a regardé l'écran. Combien? Combien d'argent? Mon père a finalement parlé, la voix tendue. C'est faux. Elle a probablement fait un site internet où. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé. Tu veux voir le contrat, papa? J'ai ouvert mon application de courrier électronique, j'ai fait défiler, j'ai trouvé le message de Samantha Brox, mon éditrice chez Penguin Random House. Ligne d'objet, offre, le poids de l'hiver. Contrat pour 3 livres. Date, 14 février 2024. 14h51. J'ai passé mon téléphone à Claire. Elle l'a lu. Ses mains ont commencé à trembler. Mel, c'est réel? Nathan s'est approché, a regardé par-dessus l'épaule de Claire, son visage vidé de ses couleurs. Attends, 1,85 million. Je l'ai regardé. Oui, Nathan. 1,85 million d'euros avant les frais d'agent et les impôts. J'ai touché environ 400 000 euros sur l'avance jusqu'à présent. Nathan m'a fixé. Alors, quand je t'ai demandé de l'argent en octobre, tu. Je l'avais, ai-je dit. Je l'ai toujours eu. Le visage de mon père est passé du blanc au rouge. Si tu avais de l'argent, pourquoi n'as-tu pas aidé ta famille? Mon grand-père a ri. A vraiment ri. Oh, Jeffrey, tu veux parler du fait que Mélissa est de la famille? Parlons-en. Il s'est tourné vers mes parents. Mars 2024. Vous aviez 3 mois de retard sur votre prêt sur la valeur domiciliaire, avis de saisie. Qui pensez-vous qui a payé cela? Ma mère a cligné des yeux. Le fonds de l'église. Il n'y a pas eu de fonds de l'église. C'était Mélissa. Des halètements autour de la table. Grand-père a continué. Les 43 000 euros de prêts étudiants de Nathan. Mélissa. La réparation de la voiture de Claire, l'opération de son fils, sa chaudière, Mélissa, tout ça. Il s'est tourné vers Nathan. Et ces 3 demandes d'urgence que tu as envoyées en octobre et novembre, 3 200 euros, 1 800 euros, 2 500 euros. Mélissa a payé ça aussi. Sans poser de questions. Le visage de Nathan s'est décomposé. Mélissa, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit, la voix ferme. Je ne t'ai jamais dit d'où venait l'argent. Parce que je savais que si je le faisais, tu le dirais à papa, et papa trouverait un moyen de ramener ça au fait que je devrais aider, comme si c'était mon obligation. Grand-père a regardé autour de la table. Elle a payé 157 500 euros à cette famille en 20 mois tout en travaillant comme éditrice indépendante pour des clopinettes, pendant que vous la traitiez de ratée, pendant que vous lui disiez qu'elle ne réussirait jamais rien. Nathan tremblait. Mélissa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas d'où venait l'argent. J'aurais dû demander. J'aurais dû te défendre. Je suis un lâche. Sa femme, Émilie, s'est levée. Sa voix était froide. Nous partons maintenant. Nathan l'a regardé. Émilie, s'il te plaît. Elle s'est tournée vers la table. Mon mari est au chômage depuis 2 mois. Il m'a menti, il a menti à ses parents. Il a emprunté 7 500 euros à sa sœur, qu'il vient de regarder se faire humilier. Et il n'a rien dit. Elle m'a regardé. Je suis désolé. Je ne savais pas. Et merci de nous avoir aidés. Nous te rembourserons chaque centime. Puis elle a fouillé dans la veste de Nathan accrochée à sa chaise, en a sorti un morceau de papier plié. Un en-tête officiel. Parce que j'ai trouvé ça dans la poche de ta veste il y a 2 jours. Émilie a déplié la lettre, a commencé à lire à haute voix. En raison de la nature grave de l'erreur de délivrance survenue le 12 septembre 2025 et des dommages ultérieurs causés aux patients ayant nécessité une hospitalisation, votre emploi chez Walgreen est résilié avec effet immédiat. Votre licence de pharmacie a été signalée au conseil de pharmacie du Minnesota pour enquête. Elle a regardé Nathan. Tu me mens depuis 2 mois, tu mens à tes parents, tu fais semblant d'aller au travail. Où étais-tu, Nathan? La voix de Nathan s'est brisée. Chez Starbucks.
Celui de Galria. Tous les jours de 8h à 17h. A postuler pour des emplois. J'ai été rejeté 14 fois. Ma licence est suspendue. Mon père s'est levé, le visage violet de rage. Nathan, tu as perdu ta licence? Nathan a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Et tu as fait payer tes factures par Mélissa, ta sœur ratée. C'est alors que grand-père s'est levé à nouveau. Non, Jeffrey. Mélissa n'est pas la ratée ici. Il a sorti une lettre de 1998. Et Jeffrey Kilgore, l'homme qui venait de traiter sa fille de bonne à rien, avait l'air de vouloir s'évanouir. J'ai posé mon téléphone sur la table. Tout le monde me dévisageait maintenant. La femme qu'ils avaient qualifiée de rêveuse, de ratée, d'inutile. J'avais encore une chose à leur montrer. J'ai ouvert l'application du New York Times. Ceci est la liste des meilleures ventes du New York Times, ai-je dit. La voix calme, précise, mise à jour tous les mercredis. Celle-ci date du 20 novembre, il y a une semaine. J'ai fait défiler jusqu'à la catégorie de la fiction littéraire. Ligne 3, Le poids de l'hiver par Melissa Kilgore. 18 semaines sur la liste. J'ai passé le téléphone à l'oncle Tom. Il l'a fixé. C'est Melissa. C'est réel. Je peux voir le logo officiel du New York Times. J'ai aussi la plaque physique qu'ils ont envoyée. J'ai dit, elle est dans ma voiture, en bronze, avec mon nom gravé dessus. Je peux aller la chercher si vous voulez. La tante Hélène a pris le téléphone, a commencé à lire. Numéro 1 est La femme en moi par Britney Spears. Numéro 2 est James Patterson. Numéro 3, c'est toi Melissa. Tu es classé avec Britney Spears et James Patterson. Mon père a bredouillé. N'importe qui peut truquer une capture d'écran. J'ai ouvert Amazon sur mon téléphone. Voici Amazon. Numéro 112 au classement général, numéro 3 en fiction littéraire, 8200 évaluations. Tu veux que je te lise quelques critiques, papa? J'ai fait défiler. En voici une. Ce livre m'a détruit. Kilgore est la voix d'une génération. J'ai continué à faire défiler. En voici une autre. J'ai sangloté pendant 1 heure après avoir terminé ceci. Tout le monde doit le lire. J'ai levé les yeux. 4.6 renifle 6 étoiles sur 5. 8200 critiques. Nathan avait sorti son propre téléphone. Il cherchait quelque chose sur Google. Son visage est devenu gris. Je viens de. Je t'ai cherché sur Google, Mel. Reese Witherspoon a publié un message sur ton livre il y a 3 semaines. Il a montré son téléphone à la table. L'Instagram de Reese. 2,4 millions de mentions j'aime. Elle a dit, ce livre m'a dévasté. Elle a 30 millions d'abonnés. Claire a attrapé le téléphone de Nathan. Oh mon Dieu, il y a des TikTok. Tellement de TikTok. Le mot dièse le poids de l'hiver a 47 millions de vues. J'ai hoché la tête. Reese l'a annoncé le 8 octobre. Les ventes ont augmenté de 6% du jour au lendemain. Mon éditeur a dû imprimer 50 000 exemplaires supplémentaires. La tante Rachel a halté. Melissa, tu es célèbre. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas célèbre. Je suis une écrivaine professionnelle avec un livre à succès. Il y a une différence. Mon père a frappé du poing sur la table. Si tu as eu ce genre de succès, pourquoi le cacher à ta famille? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Parce qu'à chaque fois que j'ai accompli quelque chose, tu as trouvé le moyen de le minimiser. Alors, j'ai arrêté de partager et j'ai commencé à donner. J'ai ouvert mon application bancaire. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. J'ai fait défiler jusqu'à mon historique de transactions. 12 mars 2024. Virement bancaire à la Fifth Third Bank. 15 000 €. Mémo, paiement sur la valeur domiciliaire. J'ai montré l'écran à la table. C'était le premier paiement sur votre saisie. Vous voulez voir le reste? J'ai fait défiler. J'ai montré une liste de 15 transactions. 12 mars, 15 000. 3 avril, 6 500. 1er mai, 8 200. 15 juin, 7 800.
J'ai continué à lire chaque date, chaque montant. Ma mère pleurait. Mélissa, ce fonds de l'église, c'était toi. Il n'y a pas eu de fonds de l'église. Maman, j'ai créé une fausse adresse électronique, je t'ai envoyé une lettre d'apparence officielle parce que je savais que si tu découvrais que c'était moi, la ratée, tu ne l'accepterais pas. Mon père a ouvert la bouche. C'est de la fraude. C'est un cadeau, papa. 78 000 € pour sauver votre maison. De rien. Nathan s'est levé. Mélissa, mes prêts étudiants. Est-ce que tu... C'était toi. Je l'ai regardé. Qu'en penses-tu, Nathan? Sa voix n'était qu'un chuchotement. Tu l'as payé. Tu as tout payé. J'ai viré 43 000 € à Navi le 18 juillet 2024. Tu m'as appelé en pleurant. Tu as dit que tu n'oublierais jamais. Tu as promis de me rembourser. J'ai fait une pause. Et puis 4 mois plus tard, tu as eu un sourire narquois pendant que papa me disait que je n'étais bonne à rien. Les larmes de Nathan ont commencé à couler. Mélissa, je ne savais pas que tu étais. Je pensais que tu étais juste gentille avec de l'argent que tu avais économisé. Ou tu n'as pas posé la question, Nathan, tout comme tu n'as pas demandé d'où venaient les 3 200 € en octobre, ou les 1 800 €, ou les 2 500 €. Tu as juste pris parce que c'est ce que tu fais. Tu prends, et je donne, et personne ne me voit. Émilie, la femme de Nathan, s'est tournée vers lui, la voix tranchante comme du verre. Nathan, tu as emprunté de l'argent à Mélissa en octobre. J'allais te le dire quand. Quand allais-tu me dire que tu avais perdu ton travail? La pièce est devenue silencieuse. Mon père a fixé Nathan. Nathan, de quoi parle-t-elle? Nathan a regardé sa femme, son père, puis moi. Il n'arrivait pas à parler, alors Émilie a parlé pour lui. Elle s'est levée, la voix tremblante de colère. En septembre, Nathan est rentré à la maison et m'a dit qu'il avait obtenu un poste de consultant. Travail à distance, meilleurs horaires. Je l'ai cru. Elle s'est tournée vers Nathan. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle a fouillé dans sa veste, a sorti à nouveau la lettre de licenciement pliée, et l'a brandie. Parce que j'ai trouvé ça dans la poche de ta veste il y a 2 jours. Elle l'a relue, plus lentement cette fois. En raison de la nature grave de l'erreur de délivrance survenue le 12 septembre 2025, et des dommages ultérieurs causés aux patients ayant nécessité une hospitalisation, votre emploi chez Walgreens est résilié avec effet immédiat. Votre licence de pharmacie a été signalée au conseil de pharmacie du Minnesota pour enquête. Elle a regardé Nathan. Tu me mens depuis 2 mois. Tu mens à tes parents, tu fais semblant d'aller au travail. Où étais-tu, Nathan? La voix de Nathan s'est brisée. Chez Starbucks. Celui de Galleria. Tous les jours, de 8 h à 17 h, à postuler pour des emplois. J'ai été rejeté 14 fois. Ma licence est suspendue. Mon père s'est levé, le visage violet. Nathan, tu as perdu ta licence. Nathan a hoché la tête. Et tu as fait payer tes factures par Mélissa, ta sœur ratée. Grand-père s'est levé à nouveau. Non, Jeffrey. Mélissa n'est pas la ratée ici. J'ai ouvert Safari sur mon téléphone, j'ai navigué jusqu'à Deadline Hollywood. Il y a encore une chose, ai-je dit. J'ai trouvé l'article du 5 octobre. J'ai tourné l'écran vers la table. 5 octobre 2025. A24 Pictures a acquis les droits d'adaptation cinématographique pour Le Poids de l'hiver. Le titre était visible. A24 acquiert Le Poids de l'hiver. Le premier roman de Melissa Kilgore décroche un accord de prestige. Prix d'achat 620 000 €. Après les frais d'agent et les impôts, j'ai touché 389 600 €. J'ai regardé mon père. Alors, pour répondre à ta question, papa, je vais très bien. L'oncle Tom a chuchoté à la tante Rachel. A24 est le studio qui a fait Everything Everywhere All at Once. Et Moonlight, ai-je dit, et Lady Bird, et Hérédité. Oui. J'ai posé mon téléphone. 22 personnes me fixaient. La femme qu'ils avaient qualifiée de rêveuse, de ratée, d'inutile. J'avais encore une chose à dire. Je vous ai donné 157 500 € en 20 mois. J'ai gardé votre maison. J'ai effacé les dettes de Nathan.
J'ai réparé la vie de Claire 3 fois de suite et aucun d'entre vous ne le savait parce que vous n'avez jamais demandé. Demander signifierait me voir comme quelqu'un de valeur et vous ne pouviez pas vous permettre de faire cela parce que vous auriez alors dû admettre que vous aviez tort. Je leur ai montré la liste du New York Times. Ligne 3, mon nom. Et j'ai regardé le monde de mon père s'effondrer. La pièce a explosé. 15 personnes parlaient en même temps. La tante Rachel à ma mère. Tu n'en avais aucune idée. L'oncle Paul à mon père. Tu l'as traité d'inutile et elle a payé ton hypothèque. La tante Diane à Nathan. Ta licence est suspendue. Sophie, la fille de Claire, a commencé à pleurer. Ethan a demandé, est-ce que tante Mélissa est riche? Ma grand-mère s'est tournée vers grand-père Henri. Tu étais au courant de ça. Émilie a attrapé le bras de Nathan. Nous devons parler maintenant. Mon père a essayé de parler, a essayé de reprendre le contrôle, mais l'oncle Tom l'a coupé. Non, tu n'as pas le droit de parler pour le moment. C'est à Mélissa de le faire. Mon père s'est levé, les mains en l'air, sur la défensive. D'accord. D'accord, tout le monde, calmez-vous. Mélissa, je ne savais pas. Si j'avais su que tu avais du succès, j'aurais. Tu aurais quoi, papa? Ma voix était de glace. Tu aurais été fier, tu m'aurais soutenu? Ou aurais-tu trouvé un moyen de ramener ça à toi? Ce n'est pas juste. Tu m'as dit que si je disparaissais, tu ferais la fête. 22 personnes t'ont entendu. Quelle partie de cela devrais-je pardonner? Mon père était désespéré maintenant. J'essayais de te donner de l'amour vache pour te motiver. De l'amour vache? Je l'ai coupé. Papa, tu ne m'as pas dit de travailler plus dur. Tu m'as dit que je n'étais bonne à rien. Tu as dit que le monde se porterait mieux sans moi. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la cruauté. Ma mère s'est levée en pleurant. Mélissa, ton père ne le pensait pas comme ça. Je me suis tourné vers elle. Maman, tu as applaudi quand il a dit que je devrais disparaître. Tu as applaudi. Elle a tendu la main vers moi. Je me suis reculé. Ne me touche pas. Tu as eu honte de moi pendant 33 ans. Maintenant, j'ai honte de toi. Nathan sanglotait. Effondrement total. Il n'arrivait plus à respirer. Mel, je suis tellement désolé. Je ne savais pas d'où venait l'argent. J'aurais dû demander. J'aurais dû te défendre. Je suis un lâche. Émilie a pris son manteau. Nous partons maintenant. Émilie, s'il te plaît. Elle s'est tournée vers moi. Je suis désolé. Je ne savais pas. Et merci de nous avoir aidés. Nous te rembourserons chaque centime. Elle a attrapé le bras de Nathan, l'a tiré vers la porte. Nathan, la voiture. Maintenant, nous allons parler du fait que tu passes 8 heures par jour chez Starbucks à me mentir sur le fait que tu as un travail. La porte a claqué. Nathan et Émilie étaient partis. L'enfant prodige était tombé. Claire s'est dirigée vers moi, a passé ses bras autour de moi, m'a tenu fort. Je suis tellement désolée, a-t-elle chuchoté. De ne pas t'avoir défendu. D'avoir pris ton argent sans poser de questions, d'avoir été lâche tout comme Nathan. Elle m'a serré dans ses bras pendant 2 minutes et demie. Je me suis finalement laissé pleurer. L'oncle Tom s'est approché, les mains dans les poches. Mélissa, je te présente mes excuses. J'ai applaudi. J'avais tort. Ce que ton père a dit était cruel et j'aurais dû dire quelque chose. La tante Hélène a touché mon épaule. Je suis fier de toi, ma chérie. Je l'ai toujours été. Mon grand-père a agrippé mes épaules, m'a regardé dans les yeux. Tu es magnifique. 4 personnes se sont excusées. 18 ne l'ont pas fait. Mon père se tenait en bout de table, silencieux. Ma mère était assise sur sa chaise, pleurant. La dinde reposait sur le comptoir, non découpée, froide. Personne ne bougeait pour manger. La femme de Nathan avait trouvé la lettre de licenciement dans sa veste, et le trône de l'enfant prodige ne s'était pas seulement fissuré, il s'était réduit en poussière. Je me suis dirigé vers le bout de la table où mon père s'était tenu. J'ai regardé les 20 personnes encore présentes dans la pièce. Je vais dire ceci une seule fois,
ai-je dit. Je vous aime tous, mais je n'accepterai plus qu'on me manque de respect. Voici mes limites. J'ai compté sur mes doigts. 1. Plus de blagues sur ma carrière. Plus de commentaires dédaigneux. Si vous ne pouvez pas être fier de moi, taisez-vous. 2. Plus de demandes financières. J'ai donné 157 500 €. Ce compte est fermé. Si vous avez besoin d'argent, demandez à une banque. 3. Si vous voulez une relation avec moi, vous vous excusez sincèrement. Pas un « je suis désolé que tu te sois senti blessé ». De vraies excuses. Mon père a bredouillé. Tu ne peux pas simplement. Je peux, et je le fais. C'est ma limite. Vous pouvez la respecter ou vous pouvez ne pas m'avoir dans votre vie. C'est votre choix. J'ai regardé autour de la table. Je n'assisterai pas aux événements familiaux où je suis traité comme un problème. Je ne répondrai pas aux appels qui commencent par des critiques. Je ne vais pas m'immoler par le feu pour vous garder au chaud. Ces jours sont révolus. Ma mère s'est levée. Tu deviens dramatique. C'est la famille. On pardonne et on oublie. J'ai pris mon manteau. Non, maman. Tu oublies. Moi, je me souviens. De chaque fois où tu m'as fait me sentir petite. Je me suis dirigé vers la porte. Mon père s'est levé. Si tu passes cette porte, Je me suis retourné. Quoi? Papa? Tu vas me renier? Me couper les vivres? On m'a coupé les vivres pendant 14 ans. J'y suis habitué. La différence maintenant, c'est que je n'ai plus besoin de toi. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre s'est engouffré. Profitez bien de votre dinde. J'ai regardé en arrière une dernière fois. J'ai payé pour la maison dans laquelle vous vous trouvez. J'ai payé pour le diplôme de Nathan. J'ai payé pour les urgences de Claire. J'ai fait tout ça pendant que vous me traitiez de bonne à rien. Alors quand vous découperez cette dinde, souvenez-vous que c'est la rêveuse qui vous a maintenu à flot. De rien. Je suis sorti. Grand-père Henri et Claire m'ont suivi. Nous nous sommes tenus dans l'allée. De l'air froid, du silence, et pour la première fois en 33 ans, je me suis senti libre. J'en ai fini d'être invisible. J'en ai fini d'être la cible des moqueries. J'en ai fini de payer pour une place à une table où je ne suis pas la bienvenue. Ils peuvent garder Thanksgiving. Je garde ma dignité. 3 semaines plus tard, mon livre a atteint sa 22e semaine sur la liste du New York Times. Nathan m'a envoyé 3 messages d'excuses. J'ai répondu à un seul. Je te pardonne, mais nous avons besoin d'espace. Il a compris. Maman a envoyé un message une fois. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Papa, silence, ce qui me disait tout. Claire et moi prenons un café chaque semaine. Elle est en thérapie maintenant, travaillant sur ses propres problèmes. Elle est la seule à avoir demandé « Comment as-tu survécu à notre famille ?» Je lui ai dit « Je n'ai pas survécu à la famille. J'ai survécu malgré vous. Il y a une différence. » La couverture intérieure pour Mélissa. À Mélissa, celle qui a continué. J'ai pleuré. J'écris le 2e livre maintenant. L'histoire d'un homme qui a abandonné son rêve et de la petite fille qu'il a terminé pour lui. Grand-père dit qu'il a hâte de le lire. Cette fois, il n'aura pas à attendre en secret. Grand-père et moi avons pris un café. Juste nous deux.